Bonjour et bienvenue, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que, je retrouve Guillaume Lafay, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas retrouvé. Et deux, je ne sais pas si tu as vu Guillaume, aujourd'hui sorti le parcours du Monte-Carlo 2024. Et ça s'annonce magique. Voilà, j'adore le parcours, j'ai un petit peu, je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil. En tout cas, moi j'aime beaucoup du retour du côté de chez Gap. Et puis, on espère avoir pas mal de neige. Écoute, comment vas-tu? Dis-moi tout. Eh ben, écoute, salut Fabien, bonjour à toutes et tous les acharnés du WRC, comme on a pris l'habitude de le dire. J'espère que vous êtes tous en forme après ce superbe rallye d'Estonie, encore une fois. Et oui, oui, j'ai pu jeter un œil rapide sur ce parcours du Monte-Carlo. Alors, pour le moment, je t'avoue que voilà, il n'y a pas encore le. En tout cas, j'ai pas vu le détail de toutes les spéciales, la cartographie et autres, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt très sympa. On avait débriefé de la Manche cette année en disant que c'était dommage qu'il n'y avait pas assez de neige, que c'était beaucoup trop goudronné. Là, pour le coup, l'année prochaine, on peut espérer, avec le retour du côté de Gap dans les Hautes-Alpes et de monuments un peu mythiques, avoir une vraie belle épreuve hivernale du Monte-Carlo. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter en tant que fan de rallye et de cette épreuve magique. Alors, on va parler du rallye d'Estonie. Moi, je ne vais pas te cacher que j'ai adoré les spéciales, j'ai adoré le rallye, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Je vais juste rappeler un petit peu le classement. Rovanperä qui gagne devant Neuville. Lappi, troisième, une fois de plus, Lappi troisième. Evans, quatrième. Cinquième, Sunninen. Sixième, Loubet. Septième, Katsuta. Huitième, Tanak pour le WRC. Et vainqueur de Mikkelsen en WRC 2 devant Pajari. Alors, moi, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un rallye que j'ai adoré. Alors, Auto Hebdo dit que peut-être il y aurait une alternance avec la Lettonie, c'est-à-dire qu'une année sur deux, on aurait l'Estonie et la Lettonie. Euh, Moi, je suis un petit peu frustré parce que j'ai trouvé ce rallye absolument magnifique, mais je suis surtout frustré parce que d'entrée de jeu, Otanak prend 5 minutes et j'ai l'impression que ce rallye qui s'annonçait explosif a été un petit peu décapité parce que ça a été un cavalier seul de Rovanperä qui a vraiment géré la journée de vendredi en ouvrant la route, puis samedi, dimanche, il s'est envolé. Qu'est-ce que toi tu en as pensé et est-ce que tu as un petit peu la même analyse que moi? Bah, écoute, oui, oui, ça a été un rallye qui a été très, très intéressant. Comme tu l'as dit, malheureusement, assez vite amputé alors on va pas dire de tout suspense, parce qu'il n'y avait pas que Tanak qui pouvait se battre contre Rowan Perra. Par contre, on a bien vu effectivement sur la première journée que quand il avait une route qui était sensiblement pareille que ses concurrents et sur laquelle il n'avait pas balayé, ce qui a été le cas le samedi et le dimanche, que lui, pour le coup, il a fait quasiment un sans faute le vendredi avec 6 scratchs sur 8, il me semble. Donc ça aurait été une très belle bagarre de le voir à la lutte avec Kalle Rovanperä. Ce problème moteur et cette fiabilité de la Puma est dommageable. On en avait discuté, moi, Tanak, je l'avais mis dans mes pronostics sur la deuxième place au général, en indiquant bien que c'était sous réserve de fiabilité de la Ford Puma. Et ben, malheureusement, bah, c'est sur lui que c'est tombé. Sur la voiture de Pierre-Louis, par contre, il n'y a pas eu de souci majeur. Donc, c'est une bonne chose. J'ai hâte de voir ces Pumas et surtout Tanak encore plus les couteaux entre les dents et avec une encore meilleure position sur la route en Finlande. Mais c'est vrai que là, pour le coup, sur ce rallye-là, on a été un petit peu déçu de ne pas voir cette bagarre. Et malheureusement, l'hybride qui a un peu joué des tours à la pire, on va y revenir. Ça a été une belle manche. Je dirais pas la plus intéressante pour la première place, en tout cas. Pour les accessites, ça a été extrêmement intéressant. Mais une vraie masterclass de Kalle Rovanperä. Autant jusque-là, on s'était dit que, je reprends un peu ton expression des derniers épisodes, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, ça fait quelques rallyes qui montrent qui est vraiment, on va dire, le patron quand Ogier n'est pas là. C'est Calais qui danse. Et là, pour le coup, ouais, j'ai bien peur qu'avec 55 points d'avance, la messe soit quasiment dite pour le championnat. Alors, on va y aller écurie par écurie. Donc, on va parler de Toyota, on va parler de Hyundai, on va parler de Ford, après on parlera du WRC2.
avant toute chose, j'ai envie d'avoir ton œil technique. Moi, j'étais assez frappé, pendant le rallye et ça s'est produit à plusieurs fois. D'ailleurs, Canal+ l'a souligné. Peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer ça. Je ne sais pas si tu as vu sur les sauts, que ce soit les Ford ou les Hyundai, ils avaient tendance à piquer de l'avant, alors que la Toyota avait tendance à vraiment se cabrer et à redescendre très doucement et à se poser, mais voilà, comme sur du coton. Est-ce que tu as une explication là-dessus? Parce que ça a été vraiment flagrant, c'était flagrant sur les sauts de Rovanpera, beaucoup de Katsuta aussi. Comment tu expliques ça, ce décalage entre la Hyundai et la Ford et la Toyota, c'est ce décalage de tenue sur le de vol? Bah, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu quand la voiture elle est en l'air, hein. Le 1er, bah, forcément, c'est le centre de gravité. S'il est vraiment bien centré, on va avoir tendance à avoir une voiture qui va planer un peu, à l'horizontale. Si le centre de gravité est plus vers l'avant, bah, elle va avoir tendance à piquer un peu du nez, effectivement. Donc ça, c'est une 1re chose. Après, bah, quand on est, en l'air comme quand on est au sol, mais encore plus quand on est en l'air, bah, il y a l'aérodynamique qui va entrer en jeu. Donc avoir les différents appendices aéros qui sont positionnés sur les voitures, donc forcément l'aileron, mais pas que. Il peut y avoir les rétroviseurs comme on le voit bien sur ta photo. Il peut y avoir le spoiler à l'avant. Il y a quand même plusieurs appendices aérodynamiques qui entrent en ligne de compte quand on va avoir la voiture en l'air et donc sans aucun appui au sol. Et puis, il y a aussi la capacité des pilotes à accélérer, à redonner un tout petit coup de frein ou un coup de gaz quand ils sont en l'air ou juste en amont du saut pour justement positionner la voiture, lui donner de l'élan et la faire atterrir à peu près correctement. Donc ça, c'est des choses qui sont assez évidentes au niveau visuel, on va dire, mais qui sont plutôt très complexes à mettre en place, quand on est, au volant, quand on design la voiture également. Mais encore une fois, cette répartition des masses, elle est quand même, assez importante, et elle dépend aussi, du comportement général de la voiture, hein, parce que pour avoir une voiture plus ou moins survireuse, sous-vireuse, en réglage de base, on va répartir un petit peu les masses différemment dans la conception, et c'est peut-être ce qui entre un peu en jeu aussi heu, dans ce phénomène que tu mentionnes. En tout cas, une chose qui était vraiment flagrante et qu'on va voir encore plus en Finlande, c'est tout simplement les évolutions, des amortisseurs, des suspensions où moi, ça fait quelques années, je suis vraiment, vraiment impressionné de comment les voitures encaissent les sauts, comme elles se posent en fait sur les roues, elles remontent et hop, elles sont tout de suite sur la bonne assiette en fait et elles vont plus avoir tendance à rebondir un peu comme ça pouvait être le cas il y a ne serait-ce que quelques années. Ouais, je sais pas si tu as vu, c'est vrai que les Hyundai et les Ford ont eu tendance à avoir un rallye assez fiable et assez rapide sur un terrain assez doux. On était Ouais. compétitifs sur un terrain assez doux. Je sais pas si tu as vu, moi j'étais assez affolé aussi par les vitesses de pointe, 180, 190 aussi et puis les arrivées sur les sauts à 120-130 km/h, c'était assez fou. Ça dénote quand même l'évolution de ces autos, hein. Ah oui, c'est clair que là, on est rentré dans une ère, on va dire, où on pensait qu'on allait refaire un petit step en arrière, par rapport au WRC de 2017, dans le cadre un petit peu de la sécurité, de ce qui avait été, plus ou moins vendu par les autorités en disant qu'il fallait quand même, raison garder et qu'il y avait eu des choses, pas des bêtises, mais qu'il y avait eu des performances, au niveau des groupes B qui devenaient dangereuses. Mais là, clairement, on voit que les équipes, elles ont fait un travail monstrueux sur les voitures et on est vraiment dans une ère où les voitures sont efficaces, où elles donnent tout ce qu'elles ont à donner et les pilotes qui sont à leur volant sont juste des vrais acrobates et quand on voit les vitesses, qui sont atteintes sur ces lignes droites, sur ces portions entre les arbres, ça sera encore plus impressionnant, je pense, en Finlande, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment fait un step par rapport à l'année dernière et ce sera intéressant de comparer les chronos sur des spéciales similaires, enfin identiques d'ailleurs, entre 2022 et 2023 pour voir l'évolution qui a été faite sur les autos en 12 mois de temps. Voilà. Alors, oui?
Je t'ai coupé? Non, 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 pas du tout, j'avais terminé. Alors, on va y aller écurie par écurie. Toyota, Hyundai, Ford. Toyota, le boss et Rovanpera. Evans nous a offert une magnifique bagarre avec Lapie. Enfin, Katsuta qui, comme d'habitude, alterne le bon et surtout le moins bon. Moi, j'ai pas aimé du tout ce rallye. Ton analyse de Toyota? Bah, Toyota, il y a eu une bataille à 3 niveaux, hein, comme tu le dis, Rovanpera contre à peu près, personne, puisqu'il a survolé le rallye. Il l'a dit dès le départ, en fait, même de manière assez étonnante, c'était son rallye et ses spéciales préférées de toute l'année. Il a dit qu'il n'allait pas se faire des copains par rapport à sa nationalité finlandaise et le prochain rallye qui va être dans son pays natal. Mais en tout cas, ça, ça a le mérite d'être très sincère et on l'a vu très rapidement sur son habileté et sur son aisance dans ses spéciales estoniennes. Donc là, bah, malheureusement, non, hein, c'est une vraie démonstration de force de Kalle Rovanpera. On peut avoir peur aussi de voir ce qui va se passer en Finlande. Ça va peut-être être un très, très joli doublé pour sa part et d'ailleurs, lui qui n'a jamais gagné son rallye, à domicile, ça sera peut-être la première. Donc on verra. La deuxième bagarre, bah, elle a eu lieu entre, comme tu l'as mentionné, entre Esa Pekka Lappi et Elfyn Evans, le deuxième pilote Toyota, où bah, clairement, hein, le Britannique, un cran en dessous de Kalle Rovanpera avec la même voiture, malgré les évolutions de moteur qui ont eu lieu et qui sont plus que très importantes, on va dire, puisqu'ils ont quand même utilisé des jokers pour pouvoir faire cette amélioration. Alors, il n'y a pas que de la performance, il y a aussi de la fiabilité. Mais en tout cas, on pouvait s'attendre et c'est ce que Calais a montré à avoir une Toyota qui soit encore plus performante sur ses routes extrêmement rapides. Et donc Evans, bah, il a eu le mérite en tout cas de pouvoir jouer avec un pilote quasi à domicile aussi, hein, parce que Lappi, c'est quand même un Finlandais, c'est un habitué de ce genre de spécial, de ce genre de terrain. Donc c'était une belle performance en tout cas de la part de Elfyn Evans et de son copilote de pouvoir se battre avec Esa-Pekka Lappi. C'est là aussi où on voit, je pense, un peu la supériorité de la Toyota par rapport à la Hyundai sur ce terrain-là. Même si Thierry Neuville, on y reviendra, lui a fait une très très belle performance. Voilà, bah, pour le deuxième pilote Toyota. Et puis bah, pour Katsuta, bah, lui, il était à la bagarre pendant toute la fin de rallye avec Pierre-Louis Loubet, qui pour le coup a fait une belle performance, j'ai trouvé, qui reprend un petit peu confiance. Takamoto Katsuta qui a eu pas mal de petits soucis, de petits pépins divers et variés qui lui ont fait perdre un petit peu confiance au fil du rallye. Il était sur la première moitié du rallye un peu plus sur le devant, en tout cas par rapport à Loubet, mais un peu derrière Suninen. Il s'est excusé, clairement, à la fin du rallye. Il a fait un peu son. Je vais pas dire, il s'est fait harakiri, mais pas bien loin. Il s'est encore une fois excusé auprès de l'équipe, auprès de tous les efforts qui sont faits par le team, de son manque de vitesse, justement. Il pensait pouvoir être un peu plus sur le devant de la scène, surtout que, bah, comme on le sait, c'est un pilote qui teste énormément en Finlande sur les bases d'essai de Toyota. Et c'est un peu étrange, si on veut dire ainsi, qu'il soit autant en retrait, vu le kilométrage qui passe dans la voiture et sur ce type de route. Donc, malheureusement, voilà, on l'a dit depuis le début de la saison, voilà, ses premiers rallyes, cette première moitié de saison, elle ne plaide pas du tout en sa faveur. Et s'il n'était pas japonais, je pense que voilà, sa fin de saison allait être très compliquée. La saison prochaine, j'imaginerais pas qu'il soit reconduit. Il y a quelque chose de très très intéressant qui va avoir lieu sur le prochain rallye, c'est que le patron de Toyota, Jari-Matti Latvala, bah, sera présent au volant de la Yaris. Je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais moi franchement, alors je me trompe peut-être complètement, hein, mais je pense qu'il sera d'un coup. Jari-Matti, il continue de bien rouler, notamment en historique.
Ça m'étonnerait pas de le voir à la bagarre, justement, avec un Katsuta, avec un Loubet. Ce qui, encore une fois, ne serait peut-être pas forcément une très très bonne chose pour le WRC. D'ailleurs, on vous l'a promis, on va le faire, cet épisode spécial à venir du WRC. Mais voilà, je pense que ça va être intéressant de voir et de pouvoir jauger par rapport à Katsuta et à la manière d'un Ricardo qui revient chez AlphaTauri et pour voir un peu le niveau de son collègue Tsunoda. Ben, là, le fait que Latvala revienne chez Toyota, ça peut peut-être être un test aussi pour Takamoto pour le futur. À voir. Dernière question sur Toyota. Tout le monde en a parlé durant le week-end. Rompera du monde. Bah non, on peut pas. Enfin, oui, on peut pas le dire. On peut pas le La dire régulière. aussi rapidement, mais oui, à la régulière, il y a quand même de. D'ailleurs, je l'ai mentionné il y a quelques il y a quelques minutes. Mais pour moi, oui, c'est quasiment joué. On peut pas le titrer, on peut pas le dire comme Bon, ça. Mais oui, oui, ce serait une énorme surprise qu'il ne le soit pas à la fin de l'année. On l'a déjà dit, hein, Hyundai avait fait un choix de privilégier Thierry Neuville. Sur ce rallye, en tout cas, ça s'est avéré payant, même si je suis quand même assez convaincu que les problèmes d'hybride et autres de l'API et le fait qu'il sache qu'il est plus ou moins deuxième pilote, voilà, ça biaise un peu la situation. Toujours est-il que, oui, il y a très forte chance que Calero Vanpera soit déjà plus ou moins titré, avoir aussi sa mentalité sur les prochains rallyes. Alors, c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais est-ce qu'il va y aller à fond, tout faire pour gagner son rallye en Finlande, enchaîner derrière pour titrer le plus rapidement possible, ou alors est-ce qu'il va continuer d'engranger les points, histoire de finir la saison assez tranquillement. On verra, mais oui, je pense que le titre, de toute façon, enfin, les titres sont quasiment déjà acquis pour Kalle Rovanperä, Junel Tunen et Toyota. Hyundai. Alors Hyundai, trois items. Neuville, le rallye du rachat. Lapi, magnifique rallye. Il méritait largement mieux. Et on a vu dans une autre mentalité, très exigeant avec lui-même, qui pouvait mieux faire. On a l'impression qu'au plus ça va, au plus il est vite et au plus il en demande. Et Suninen, franchement, moi j'ai été bluffé par son rallye. Alors, ok, il a déjà roulé dans des WRC, pas dans des hybrides, ça faisait un petit moment qu'il avait roulé. Mais être à ce niveau-là, quand même, c'était pas donné à tout le monde. Il n'a pas fait d'erreur. Un beau rallye pour lui. Qu'est-ce que tu en pensais, toi, de la performance de Hyundai dans sa globalité? Complètement d'accord avec toi. J'attendais pas Thierry Neuville à ce niveau sur cette manche. On sait qu'il a de la vitesse, on sait qu'il a de l'expérience sur ces rallyes très rapides. Par contre, c'était pas des rallyes qui lui avaient souri jusque-là, que ce soit l'Estonie, que ce soit la Finlande. Je crois que son dernier podium, il remontait à 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Donc, je l'attendais pas à pareille fête, surtout que il arrivait dans un contexte assez compliqué, on va dire, en termes politiques, en termes, comment dire, au niveau des médias, au niveau de la fanbase, ce genre de choses. Donc, c'était un petit peu, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, le rallye du rachat, il a été très, je sais pas comment le dire, mais très lisse, on va dire. Il n'a pas fait de bague, il a fait son rallye, il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait une voiture dès le départ dans laquelle il se sentait très bien. Il avait dit avant le rallye que les tests étaient excellemment bien passés. Alors, moi, je demande toujours à voir parce que c'est vrai que Thierry Neuville, il a une petite particularité, c'est que le vendredi, il a quand même assez régulièrement du mal à se mettre dans le rallye, à trouver vraiment les bons réglages, malgré ce qui se passe sur les séances d'essai qui sont toujours un peu trop courtes, hein, on le sait, avec ces nombres de jours qui sont extrêmement limités. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, le vendredi, ouais, il a toujours un petit peu de mal à s'y mettre. Alors que là, il s'y est mis directement, il a été en confiance tout de suite avec la voiture et on a vu ce que ça pouvait donner. Donc, il y a eu une crevaison lente qui lui a fait perdre un peu pied vis-à-vis de Rovanperä le samedi matin. Mais de toute façon, il était déjà un petit peu décroché. Ça a fait qu'accélérer, on va dire,
le gap qui s'est creusé entre le Finlandais et l'équipage belge. Voilà. Mais effectivement, par rapport à Esa Kalapi, je l'ai trouvé extrêmement performant. Et j'ai l'impression que c'est une paire de pilotes qui, au final, fonctionne bien. J'espère que déjà que Hyundai sera toujours là l'année prochaine et que ces deux pilotes resteront dans cette équipe parce qu'ils commencent à faire vraiment du bon boulot. Ils se sont un peu envoyés des fleurs l'un l'autre et ça semblait très sincère en tout cas en disant que voilà, ils travaillent sur la voiture, ça se passe bien. J'ai l'impression aussi que l'arrivée de Cyril Abitboul, même s'il y a eu des déclarations un petit peu fracassantes ces derniers temps, elle, euh, elle permet aussi de galvaniser l'équipe en même temps que de collecter tout le, comment dire, un peu à la façon de ce que faisait André Adamo. C'est un peu à Big Bull, suite au dernier rallye un petit peu catastrophique, qui a catalysé les critiques, qui a pris sur lui, qui a dit que voilà, il fallait qu'il travaille, il y avait des failles, qu'ils étaient en train de travailler. Et là, en tout cas, sur ce rallye d'Estonie, ça a eu l'air de bien fonctionner. À voir comment ça va être en Finlande, parce que effectivement, les APK Lapi aussi arrivent avec un moral gonflé à bloc, un capital confiance qui va être au top, parce que je reprends ces mots, hein, mais pour lui, c'est la première fois de sa carrière où il arrive à faire 3 jours consécutifs à bloc, à tout donner, à se battre sur chacune des spéciales sans faire aucune faute et à avoir un rallye qui soit le plus consistant possible, à part cette panne d'hybride qui au final lui coûte assez cher parce que ça lui a fait perdre le lien, ça lui a fait perdre le contact avec Calais Roman Perra alors qu'il aurait pu aller le titiller et après on ne sait pas ce qu'il aurait pu advenir avec un Roman Perra un petit peu plus sous pression. Mais en tout cas, il n'a pas perdu le fil du rallye, il est resté constant, il a fait sa bagarre avec Elfyn Evans, il en est sorti vainqueur. Il n'est pas si loin que ça de Thierry Neuville si on enlève son problème d'hybride, hein, parce que tu vois, il finit à 6 secondes 9 au général. Et on sait qu'il a perdu un peu plus d'une dizaine de secondes sur ce souci qui est complètement indépendant de sa volonté et complètement indépendant de Hyundai d'ailleurs. Donc, un rallye très satisfaisant et j'ai hâte vraiment de le voir en Finlande aussi. Et puis pour le dernier, Teemu Suzunen, aussi un gros pouce levé, un gros like, parce que c'est une très très belle performance qu'il nous a fait. On l'avait quitté il y a 2 ans, je crois. Il était en pleurs à la fin du rallye parce que ça s'était très très mal passé. Il savait que la messe était plus ou moins dite pour sa carrière. Il a failli prendre sa retraite. Il a été vraiment poussé par son manager, là, Timo Yoki, qui a fait des pieds et des mains pour pouvoir le remettre en selle dans une WRC2 il y a quelques temps. Et puis là, la dévotion, l'abnégation qui paye. Hyundai lui redonne sa chance. Il l'a saisi. Il fait un super rallye, une belle performance. Non, franchement, voilà. On peut penser que c'est une sixième, une cinquième place d'ailleurs, mais au final, c'est pas si loin que ça enfin, si, c'est un peu loin de Elfyn Evans, mais en tout cas, c'est le meilleur et de loin des autres qui ne sont pas, on va dire, H24, les fesses dans le paquet. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. On va parler maintenant de Ford. Donc, la Ford, effectivement, quand le terrain est plus doux, effectivement, elle est plutôt performante. Otanak l'a plus ou moins dit aussi. Vu qu'il était sur les premiers passages, il était beaucoup plus performant. Dès que le terrain se dégradait, l'auto était un petit peu moins performante. Malgré ce souci de moteur, il a été performant et j'ai été aussi agréablement surpris par le rallye de Pierre-Louis. Pierre-Louis qui était dans une situation pas facile, il fallait marquer, il fallait être performant. On a vu sur les intermédiaires qu'il n'était pas si loin que ça sur le deuxième et le troisième jour. Moi, j'étais vraiment absolument ravi de le voir à ce niveau-là. Est-ce que ça nous augure un très beau rallye de Finlande? Je l'espère. Quelle est ton analyse, toi, de Ford? Encore une fois, tu vois, sur ce rallye, on va avoir du mal à avoir des points de discordance. Mais je suis complètement d'accord. Oktanak, j'aurais aimé le voir vraiment plus à la fête dans son rallye à domicile. Les fans estoniens, ils étaient là au bord des routes. C'était juste la folie. D'ailleurs, on peut que regretter
que ce rallye, effectivement, il y ait des rumeurs de disparition à plus ou moins court terme, d'alternance avec la Lettonie. Mais en tout cas, c'est un très beau rallye, un public magnifique qui pousse pour son pilote local. Donc oui, j'aurais aimé le voir beaucoup plus à la fête. C'est dommage que... Et d'ailleurs, ton petit message de jeudi soir me disant bah, ton chrono, il est déjà complètement hors concours parce qu'il y a ces 5 minutes de pénalité pour changement de moteur. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Alors, j'étais content de le voir vraiment aux avant-postes le vendredi. Il a vraiment montré qu'avec des conditions de route, encore une fois, équivalentes, il pouvait se battre. Il était devant et qu'il aurait donné vraiment du fil à retordre à tout le monde s'il avait pu être dans la compétition. Après, son samedi et son dimanche sont complètement biaisés par le fait qu'il ouvre la route, hein. Mais du coup, ça a été quand même un rallye, je pense, assez satisfaisant dans l'ensemble. Ils ont dû pouvoir faire des tests aussi pour la Finlande. Ils avaient quand même une voiture qui fonctionnait plutôt bien. Et puis surtout, il a atteint son objectif, c'est-à-dire qu'il est repassé devant toutes les WRC2 à la régulière. C'est le dernier des rallyes 1, clairement, hein, mais avec 5 minutes de pénalité, il pouvait être difficilement autrement, à part casse, problème mécanique des autres. Bon, en tout cas, il est remonté sur toutes les rallyes 2 et on sait le très peu de différence de performance qu'il y a entre toutes ces autos. Donc, c'est déjà une très, très belle performance. Et puis, ça va être un vrai candidat à la Finlande. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vais le remettre sur mon podium, je pense, pour la Finlande. Ça, c'est assez sûr. Et puis pour notre petit Français, Pierre-Louis, bah, très content aussi de voir la consistance de son rallye, de voir que bah, il a pas cédé sous la pression. C'est un rallye sur lequel il s'attendait à souffrir énormément parce que peu d'expérience, parce qu'on sait déjà comment c'est compliqué pour des Européens du Sud, si on peut parler ainsi, sur ces routes tellement spécifiques. Mais au final, il a fait un beau rallye, des belles performances. Et puis surtout, il gagne ce combat contre Katsuta à la fin, avec une voiture qui est clairement beaucoup plus performante que sa Ford. Il va chercher les quelques dixièmes qui lui manquent dans la Power Stage, alors que Katsuta est repassé devant pour quelques secondes dans l'avant-dernière spéciale. Bah non, il y va à fond et avec Nicolas Gilsoul, c'est une très belle performance qu'ils nous ont fait. Donc, à de confirmer en Finlande cette fiabilité du pilote et puis on peut que espérer que ça puisse payer sur la deuxième partie de saison. Alors, tu nous disais qu'on était d'accord depuis le début de la vidéo. Je sens qu'on va pas être d'accord du tout. Déjà, sur le carton rouge qui arrive, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ça va être un gros carton rouge. Ça va être un gros coup de gueule de ma part. Et le second sujet sur lequel on va pas être du tout d'accord, ça va être sur les pronostics de la Finlande. Alors moi, je vais y aller en premier. Je vais dire Lapi, second Tanak, troisième Souninen, et je vois bien cinquième Latvala. D'accord. Eh ben écoute, c'est assez ambitieux. Assez ambitieux. Bah, moi, là, je vais être un petit peu plus raisonnable, mais je pense que Robin Perra, pour le coup, il a vraiment une longueur d'avance et que même s'il va ouvrir la route le vendredi, on a vu ce que ça donnait, ne serait-ce que déjà sur le deuxième passage, la route est balayée. Voilà, ça faisait déjà des temps très intéressants le vendredi après-midi. Donc, je vais laisser Robin Perra sur la plus haute marche du podium pour une victoire à domicile qui serait sa première et puis quasiment sceller le sort du championnat. Je vais remettre Tanak sur la deuxième place parce que j'aimerais vraiment, vraiment le voir. Alors là, c'est plutôt le cœur que la raison qui parle. Et puis bah, je vais mettre Lapi aussi sur la troisième place. Euh, voilà, donc un petit Robin Perra, Tanak, Lapi. Et Latvala, bah, comme je te l'ai dit, je ne le verrai peut-être pas si haut, sauf s'il y a des sorties de route. On a vu qu'en Estonie, et ce sera certainement pareil en Finlande, la fiabilité est quand même pas forcément la clé de la réussite, puisque c'est des rallyes vraiment doux pour les voitures. La plus grosse problématique, bah, c'est de ne pas la mettre dans les arbres. Et voilà, je le verrai plutôt ouais, 6-7, juste derrière Sulinen, Evans. Et comme je t'ai dit, je pense que la bagarre, elle va être avec Katsuta et voire Loubet. Euh, voilà mon pronostic.
Non, alors, moi, je pense qu'il y aura peut-être de la casse. Alors, moi, je m'y avance un petit peu. Là, voilà, je le mets 5e parce qu'il va y avoir de la casse et moi, je pense que chez lui, il sera là. Il n'a pas perdu, son volant et puis il aura le bénéfice de la casse qu'il y aura. Et puis, la pige de voix vainqueur parce que, là, je vais faire mon mea culpa. Je ne sais pas si tu te souviens sur nos premières interventions, j'étais très, très, très sévère avec toi et surtout avec lui et tu m'avais dit: «Attends, c'est un super pilote, tu vas voir». Et oui, effectivement, tu avais raison et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, je commence à écouter, c'est quelqu'un de très humain, très très exigeant aussi et j'aimerais vraiment qu'il gagne en Finlande. C'est quelqu'un qui m'a vraiment surpris cette année. Ah oui, bah, c'est sûr que Zapek Kalapi et Yann Efferm, son copilote, sont déjà des personnes qui sont vraiment entières, qui sont incroyablement, douées et dévouées au rallye sous toutes ses formes et oui, ils sont en train d'atteindre pardon, un pic de maturité. Ils avaient besoin de, d'avoir du temps dans la voiture, hein, de montrer leur performance, de pouvoir construire. Si tu regardes un petit peu la manière dont ils ont construit leur saison jusqu'à présent, bah, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a eu des très hauts, comme en Suède, par exemple, où, s'il n'avait pas eu sa crevaison, bah, ça aurait peut-être pu faire victoire. Derrière, il se bat contre Ogier au Mexique. Là, c'est un peu de sa faute, une petite faute, une sortie de route. Et puis, ça devient de plus en plus consistant sur le reste de la saison. Donc, je suis assez confiant, ouais, sur le fait que ça puisse gagner sur la fin de saison. Sur ce rallye-là en Finlande, bah oui, clairement, c'est là où il aurait potentiellement le plus de chance. Euh, c'est sûr, ça va dépendre des événements devant, derrière. Et puis pour Latvala, juste pour finir, malheureusement, c'est peut-être aussi un peu lui qui peut la mettre dans les arbres parce que ça va aller vite, ça va aller très très vite. Et s'il se prend au jeu, bah, on sait qu'il a aussi un petit peu tendance à casser du petit bois. Donc à voir. Je l'espère absolument pas pour lui. Je serais plus que ravi de le voir en plus avec un grand ami, Juho Hänninen, dans le baquet de droite. Donc ce serait chouette de les voir à l'arrivée, ouais. Il la met dans les arbres, c'est le privilège du patron. Lui, il peut, hein. Personne ira l'engueuler. Et alors, on va passer au WRC2 et là, c'est le gueule, c'est le gros carton rouge. Tu sais, l'année dernière, quand, Hyundai a foutu dehors Solberg, tout le monde a crié au loup, tout le monde s'est offusqué. Solberg, il est en train de se rater et pour moi, c'est le gros coup de gueule de la saison. Pourquoi? Parce qu'en fait, Solberg, il a les moyens, épaulé, fin la fin de Garenne de 3 semaines et tu vois Mikkelsen sur une spéciale qui commence à l'annoncer et boum, la spéciale d'après, il se sort et j'ai l'impression que chaque rallye qu'il nous fait, il se rate alors qu'il a tout pour lui. Il avait tout pour rebondir sur cette saison, sur le verset 2 et j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de passer à travers. C'est pas tellement le problème des résultats, c'est surtout la forme qui joue contre lui. Parce qu'en fait, il y a son père, il y a de l'argent, il y a des sponsors, il y a de la com autour de ça et à chaque fois ça sort, à chaque fois ça marque pas et en WRC2 comme en WRC, tu as Mikkelsen qui, avec l'expérience, l'oiseau est en train de faire son nid et il est en train de lui montrer que comment on gère un rallye, comment on gère, pas une carrière, mais comment on gère une saison. Et c'est vraiment le gros coup de gueule pour moi. Alors, ce rallye d'Estonie en WRC2, il a été un petit peu ennuyeux aussi. Mikkelsen s'est envolé. Green Smith a eu du mal derrière, mais c'est vraiment, Pajarri aussi, ils étaient assez loin. Mais c'est vraiment Solberg, moi, qui m'a posé vraiment souci. Peut-être que Hyundai a pris la bonne décision l'année dernière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et ben, à ta peut-être grande surprise, je vais un peu acquiescer, tout ce que tu dis, hein, je suis en partie d'accord. Après, il y a des circonstances. Je sais pas si ça va être des circonstances atténuantes, mais Andreas Mikkelsen, faut pas oublier son pédigré, son palmarès. Ça fait quand même depuis, 2011-2012 qu'il est au top. Je suis J'ai eu la chance d'être assez bien placé pour participer à ces titres en IRC et ensuite en ERC. Donc, ouais, enfin voilà, faut pas oublier qu'il a été quand même à deux doigts de signer un contrat pour l'unité WRC sur cette année. Ça s'est joué à rien avec les APK Lapi.
Lui aussi, il a l'expérience qui parle pour lui. Il sait comment gérer un rallye. Il a rien à prouver outre mesure. En tout cas, alors certes, oui, il a prouvé qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent et qu'il peut mériter ce baquet en rallye 1 l'année prochaine ou sur tout rallye qui pourrait se présenter à lui. Aujourd'hui, il fait un rallye magnifique, mené de main de maître depuis le début. Tu dis qu'il n'y a pas eu forcément de bagarre, qui s'est un peu envolé, mais au final, il ne s'est pas tant envolé que ça. Il y avait quand même une poignée de secondes qui le séparait toujours du deuxième, mais en tout cas, la maîtrise était là. On voyait qu'effectivement, quand il fallait accélérer, il remettait un petit coup de collier, chose que Solberg est pour le moment incapable de faire, en tout cas dans les faits. Et puis c'est vrai qu'Andreas, s'il arrive à s'assurer quelques rallyes supplémentaires sur la deuxième partie de saison, bah, très clairement, ça va être plus qu'un vrai candidat au titre, hein, parce qu'aujourd'hui, je reprends le classement, il est revenu à 8 points de Johan Rossel avec seulement 3 rallyes. Et il est déjà 5 points devant Oliver Solberg, qui lui a déjà nominé 5 rallyes. Donc on sait, on l'a bien répété, la complexité de comprendre un petit peu comment s'organiser en termes de championnat. Mais Johan Rossel qui a 4 rallyes, Mikkelsen qui en a 3 et Solberg qui en a déjà 5, bah, avec ce très faible écart de points entre les 3 pilotes, on voit très bien qui est-ce qui a l'avantage pour le moment, mais à condition de pouvoir faire d'autres rallyes. Là, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire si Mikkelsen va pouvoir refaire quelques rallyes sur la fin de saison. J'ose imaginer que oui, mais encore une fois, c'est une question de budget, c'est une question de volonté de telle ou telle équipe de pouvoir l'épauler pour un baquet futur. Pour revenir sur Solberg, bah, comme tu le dis, c'est vrai que ça m'a l'air compliqué. On sait que parfois les fils de, c'est un peu compliqué. Il y a un peu de certains qui peuvent se sentir arrivés, qui ne font pas forcément tous les efforts. Tu sais, mine de rien, tu n'étais pas d'accord avec moi quand il a pris une pénalité pour des donuts au Rallye du Mexique. Je crois que c'était où voilà, il a fait une bêtise par rapport au règlement. Voilà, oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un manque de professionnalisme, tout simplement. Euh, j'ai l'impression que, et c'est très facile à dire de l'extérieur, hein, et encore une fois, comme on l'a fait, on va absolument pas jeter la pierre. C'est trop facile quand on est devant le canapé, devant la télé et même sur le bord des spéciales. Mais en tout cas, force est de constater que les résultats ne sont pas là. Depuis l'année dernière, depuis la Hyundai, cette année encore avec la Skoda, alors qu'il a la meilleure voiture pour performer, il a l'expérience des rallyes, il n'a pas de problématique de budget, comme tu le dis, il sait qu'il va faire sa saison, qu'il va avoir tous ses rallyes. Et peut-être que justement, ce manque de pression, ça l'empêche de performer, d'aller chercher le meilleur de lui-même. Et aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'on n'a pas bien envie de le supporter quand on voit les avantages qu'il peut avoir par rapport à d'autres qui galèrent comme pas possible. Je pense à des Lindon, je pense à des Paджari, je pense même à des Kliazin ou autres Glenn Smith qui sont passés par des hauts et des bas, mais eux, je vais être un peu mal poli, mais eux, tu as vraiment l'impression qu'ils se sortent un peu les doigts pour pouvoir continuer leur saison, pour pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Alors que Oliver Solberg, depuis le début, c'est un petit peu la future star suédoise pour le coup. Et il ne délivre pas, tout simplement. Il n'est pas à l'attente des rendez-vous. Et c'est vrai que pour le moment, c'est des rendez-vous manqués justement à chaque fois. C'est vrai ce que tu dis d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que, alors, c'est pas de bêtises, c'est Lindon qui est passé de chez Skoda à chez Hyundai. Ouais. Le choix était plutôt osé, parce qu'il avait quand même la meilleure voiture. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce choix-là et qu'est-ce que tu penses toi de son rallye dans sa globalité? Ça n'a pas été si facile que ça, mais quand même osé passer de la Skoda à la Hyundai. Alors on sait qu'il y a toujours des problématiques de budget, de salaire, de ce que tu veux, mais quand même c'était assez osé. Enfin, je trouve que c'est assez osé de changer d'équipe. Ah bah déjà en cours de saison, ça c'est clair. Et puis en plus de passer de la voiture qui est la référence avec l'équipe qui était aussi la référence dans le cadre du Rallye 2, puisqu'il était lui aussi chez Top Sport, avec un programme quasi officiel, on va dire. Et de passer comme ça en milieu de saison chez Hyundai,
qui a une belle auto, hein, quand même, en Rallye 2, très clairement. Sur des terrains, on a vu qu'elle pouvait être extrêmement performante, que ce soit dans les championnats nationaux ou en WRC2. Après, comme tu le dis, il y avait clairement une problématique d'avenir. Chez Skoda, alors peut-être que maintenant les cartes ont été un petit peu rebattues parce que Solberg, bah, on ne sait pas si finalement Skoda va continuer à lui faire autant confiance par la suite. On ose espérer que oui. Mais en tout cas, le switch chez Lindholm, de Lindholm chez Hyundai, c'était clairement plus dans le cadre d'un programme junior, d'un programme de développement pour les années à venir. Alors, ça, c'est entre guillemets, avec des pointillés par rapport à l'engagement réel de la marque coréenne en WRC dans les années à venir. Mais en tout cas, je pense que c'était clairement le choix de la raison. Et puis en plus, là, il fait un magnifique rallye. Il fait une troisième au Rallye 2, il marque des gros points, il fait une vraie belle performance, une grosse impression. Et on a confirmé en Finlande, mais il y a pas de raison en plus qu'il avait déjà donné dans les années précédentes. Et je ne serais pas étonné de. En tout cas, moi aujourd'hui, je mettrais plutôt une pièce sur un Lindholm, même si effectivement sa pointe de vitesse est certainement moindre par rapport à Solberg, mais en tout cas pour un constructeur, je pense qu'il vaut mieux miser sur la régularité, la fiabilité et le dévouement d'un Lindholm que d'Oliver Solberg qui a déjà eu plusieurs chances. On a fait un petit peu le tour de ce rallye d'Estonie. On va se projeter un petit peu sur la rallye de Finlande et sur un autre rallye technique. Alors, le premier rallye technique que j'ai envie de te poser, est-ce que le rallye de Finlande est vraiment à l'opposé du rallye d'Estonie? Est-ce que ça se ressemble beaucoup? Quels vont être les points clés du rallye de Finlande pour gagner là-bas? Et après, on se projettera un petit peu sur le championnat de France. J'ai une question à te poser et je te lance sur le rallye de Finlande. Quels sont pour toi les points clés? Les points clés, ça va être à peu près exactement les mêmes, hein. Donc, Pas très loin de l'Estonie, donc. j'invite nos auditeurs à reprendre et écouter un peu, revisionner le podcast qu'on avait fait à la fin du rallye du Kenya où on parlait justement de tous les critères et tous les points techniques un peu importants pour l'Estonie. La Finlande, ce sera peu ou prou exactement la même chose, si ce n'est que la Finlande est quand même un rallye encore un peu plus en 3 dimensions que l'Estonie. Il y a beaucoup plus de jumps qui sont beaucoup plus importants. Il y a plus de virages en aveugle, de ciel, comme on peut le dire. Voilà, de sauts qui débouchent où il faut déjà mettre la voiture un peu de travers et la positionner parce que les sauts sont en courbe. Donc, je dirais c'est vraiment cet aspect plus verticalité du rallye et des spéciales qui va entrer en ligne de compte. Mais par exemple, sur l'Estonie, on est quasiment tout le temps parti avec 5 softs en pneus dans la voiture parce que très peu de risques de crevaison, très peu d'usure et d'abrasion au niveau des pneus. Ce sera la même chose en Finlande. Non, c'est des rallyes qui sont vraiment très, très similaires. À part cette particularité de vaisseaux beaucoup plus importants, nombreux. Et je dirais la chose qui va être prépondérante, et j'espère que ce ne sera pas un critère dans les performances et dans les résultats, c'est cet aspect hybride et mise en sécurité des systèmes hybrides qui, à plusieurs reprises, de façon un petit peu erratique, on a l'impression se mettre en sécurité parce qu'il y a des chocs un peu trop importants. Donc là, j'espère vraiment que ça ne va pas être une problématique qui sera rencontrée par les équipages. Mais bon, voilà, comme c'est arrivé à l'API, j'espère que les choses vont être encore plus suivies de manière attentive et même anticipées pour éviter que les batteries et que les systèmes hybrides se mettent en défaut, en tout cas en sécurité, de par les jets et les accélérations qui sont encaissées à la réception des vaisseaux. Alors, on va parler maintenant un petit peu du championnat de France. Tu as vu le Rouergue, c'était la dernière manche. Camille qui gagne. Statu quo entre Bonato et Margaillan parce que sortie pour Hugo, casse-moteur pour Bonato. J'ai envie de te lancer sur un point technique, pas parler du rallye ni de la performance. Moi, il y a quelque chose qui me bluffe assez parce que moi, j'ai eu l'occasion en spectateur d'aller au rallye du Rouergue et c'est une fournaise.
Comment on prépare un rallye comme ça avec une chaleur? Comment on prépare les voitures? Comment on prépare, la gomme? Comment on s'y prépare? Au niveau technique, comment ça se prépare pour affronter des telles chaleurs? Bah, et comme tu le dis, hein, de toute façon, le Rouergue est connu pour ses hautes températures, comme d'autres rallyes en France, à l'international, que ce soit sur asphalte ou sur terre. Je dirais qu'au niveau des voitures, bah, il y a pas grand-chose, à faire. Certes, elles souffrent, que ce soit la mécanique, l'hydraulique, même, l'électronique. Il y a des températures à l'intérieur du cockpit qui sont extrêmement importantes. Donc, bah, ce qui se prépare, c'est juste, l'aération, bien vérifier qu'il y a pas de soucis de refroidissement, que ce soit pour les freins, que ce soit pour les organes mécaniques, que la moindre branche ou au feuillage qui peut se retrouver à l'entrée des radiateurs, bah, entre les spéciales, on fait bien attention de tout enlever. Exactement ce qui était fait par Ogier, hein, on l'a mentionné, au niveau du Kenya où il passait un temps fou à enlever, tout ce qui pouvait empêcher le bon refroidissement de la voiture. Après, c'est des voitures qui sont homologuées. On ne peut pas faire de modifications particulières parce qu'il fait plus chaud sur un rallye que sur un autre. Pour les équipages, c'est à peu près la même chose, hein. On ne peut pas créer d'orifices qui permettent de refroidir plus que de raison l'intérieur du cockpit. Donc là, la préparation, elle se fait plutôt au niveau de l'équipage, de la préparation physique, de la préparation mentale, l'hydratation, l'alimentation aussi au cours du rallye, parce que c'est des températures qui sont élevées à l'intérieur du cockpit, voire très élevées. Il y a beaucoup de pertes hydriques au niveau des équipages. Donc c'est plutôt ça qu'il faut anticiper, qu'on peut préparer. Et puis après, bah, sur la mécanique en elle-même, bah, comme je te le dis, il y a pas énormément de préparation. Sur le déroulement du rallye, bah, pour le coup, ça va avoir un gros impact et notamment au Rouergue, bah, c'est, tout ce qui va être les plaques de goudron, le goudron fondu, ce qu'on appelle les plaques noires, qui sont quasiment aussi glissantes que, alors peut-être pas, j'exagère, hein, mais qui sont aussi glissantes qu'une grosse flaque ou en aquaplaning ou voilà, on va pas rentrer jusqu'à dire que c'est du verglas, mais pas bien loin. En tout cas, ça peut vraiment, être un gros piège. On sait aussi que dans cette période, il y a quand même beaucoup de communes, qui font du resurfaçage, qui rebalancent un petit peu de gravillon. On sait que c'est un peu la hantise des cyclistes et des motards sur ces routes de campagne pendant l'été et la fin du printemps. Donc c'est un petit peu ça. C'est pour ça que les reconnaissances sont extrêmement importantes. C'est pour ça que les ouvreurs aussi sont extrêmement importants pour ceux qui ont la chance d'en avoir. C'est pas tout le monde en championnat de France. Donc c'est un vrai avantage d'en avoir. Heu, voilà, c'est un petit peu les points clés pour bien préparer, pour, avoir des chances de bien performer. Et encore une fois, j'insiste sur le fait de la préparation physique des équipages dans ce cadre-là. Heu, c'est vraiment une différence qui peut être faite. Alors on sait qu'il y a pas non plus, enfin, il y a quand même des spéciales qui sont extrêmement longues, hein. Il y a eu des 33 kilomètres, je crois, pour la ou 36 kilomètres pour la plus longue. Donc ça fait quand même, pas loin de la demi-heure d'effort, dans une sorte de sauna à 40-45 degrés, voire un peu plus. Bah, je te laisse imaginer, comme ça fait transpirer avec la concentration, avec tout ce qui va bien. Donc il faut savoir se réhydrater derrière, se réalimenter, avoir cette capacité aussi parce que, c'est pas toujours facile. Voilà, tu sais mon appointance pour un peu les sports d'endurance et c'est pas toujours facile de manger ou de boire, même si on sait qu'il faut, bah, parfois le corps il dit stop et c'est vraiment sur ces aspects-là que la différence elle peut se faire également. Tu me vois venir pour la dernière question? Non? Tu me vois toujours pas Ouais, venir? bah, Ouais, tu as des petits cadeaux? si, si, bah, ouais, comme toujours. Allez, vas-y. Toujours. Des petits cadeaux, alors même, 2 pour le prix d'un. Allez. Donc on répète, hein, vous regardez, vous avez vu les petites mentions là, Auto Mini Racing à l'exposition permanente, vous le savez maintenant. Donc voilà, on en a parlé. J'espère que ça se verra bien, mais voilà, tu vois? On a parlé, on a dit le coup de cœur du rallye, Teemu Suninen. Donc bah, là, pour le coup, une miniature que vous retrouverez de manière assez exclusive chez Auto Mini Racing. Alors pour plusieurs raisons. Alors je sais pas si on va pouvoir bien le voir, mais il y a alors c'est toujours un peu compliqué, mais on voit le pilote, le copilote à l'intérieur de
de la voiture. Bien évidemment, un modèle qui n'existe pas dans le commerce de cette Skoda R5 du Monte-Carlo. Donc voilà, pour souligner la superbe performance de l'équipage finlandais. Une voiture qui était opérée par Oreca à l'époque dans le cadre justement du programme de développement de Toyota qui avait mis en place pour Suninen, pour Katsuta, plusieurs épreuves dans des R5 pour les tester, pour les développer. Voilà, donc la première petite surprise. Et puis la deuxième, je vais un petit peu divaguer, mais on a parlé de Wake, on a parlé de différentes choses. Et là, je voulais te montrer aussi un petit peu le type de figurines, de personnages qu'on peut aussi mettre sur des dioramas. Alors là, c'est Ayrton Senna que tu auras reconnu. Je sais que tu avais fortement apprécié les podcasts hors série qu'avait fait notre ami Laurent-Frédéric Bollet, dans le cadre de l'histoire de Senna. Donc voilà, c'est un petit peu aussi le genre de choses qu'on met en avant sur des dioramas, des mises en scène. Donc c'est toutes des miniatures que vous pouvez retrouver, dans notre exposition permanente. Et puis je vous invite encore une fois à vous abonner à nos comptes Facebook, Instagram, à nous suivre, à partager la page. Et puis de la même manière que, voilà, on le répète, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Temps Scratch, à la chaîne YouTube, à laisser des commentaires, des avis, des remarques. Voilà, tout ce que vous voulez voir. On a cet épisode sur l'avenir du WRC qui est en cours de préparation, ça va arriver. Et puis derrière, moi, j'ai quelques petites idées aussi sur lesquelles j'aimerais te challenger un petit peu sur par exemple un programme. Quel est le calendrier de 13 ou 14 rallyes que tu adorerais voir ou revoir en championnat du monde. Voilà, quels sont un peu les top 10 de nos manches préférées, de nos pilotes. Plein de belles idées pour pouvoir débattre. Donc, on compte sur vous. Ce qu'il faut, c'est vous abonner, cliquer sur la petite cloche là en bas, le like, le partage. Et puis, c'est comme ça qu'on fera grandir la communauté. Alors, dernière chose, je mettrai le lien du podcast de Laurent-Frédéric Bollet parce que cette émission-là sur Senna était absolument magnifique. Tout comme ces émissions dans lesquelles tu es passé, mais en fait, toutes les interventions, ces émissions en podcast ont été absolument magnifiques. Maintenant, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller pêcher. C'est l'activité préférée d'un pilote que beaucoup de monde connaît, de Cédric Robert, mais c'est surtout l'occasion pour moi de souhaiter un prompt rétablissement et un rétablissement rapide à quelqu'un qui n'est pas très loin de chez toi, à Mathieu Duval qui a un gros souci. Matt, remets-toi vite, reviens vite, parce que sa bonne humeur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup depuis de nombreuses années. Donc je vais aller pêcher en pensant un petit peu à Cédric, qui aussi adore la pêche. Est-ce que je peux te souhaiter une bonne semaine? Eh ben oui, c'est effectivement, comme tu le dis, des grosses pensées pour Mathieu Duval. Et effectivement, en espérant le revoir d'ici la fin de saison sur les manches du championnat de France, aux côtés de Cédric. Voilà. Et puis, tout simplement, oui, que tout le monde reste en pleine santé et puisse profiter des vacances, des belles journées qui s'annoncent. Portez-vous tous bien. Profitez du petit break là jusqu'à la Finlande. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à très bientôt. Merci à toi. Salut, ciao. Allez, ciao. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now
standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine.